J'aimerais commencer par un aveu. Donc, la première chose, c'est que j'avoue avoir emprunté un raccourci pour régler la question du corpus, parce que j'ai relu l'appel encore. Alors, littérature, donc les fictions contemporaines pour adolescents. Alors donc, j'ai pris un raccourci. Je me suis dit que la littérature pour adolescents dans les productions littéraires que j'analyse habituellement est à tout le moins celle qui met en scène la figure de l'adolescent dans le roman et celle qui lui est aussi adressée. Au-delà de la question, cependant, toujours délicate, la délimitation des corpus, l'appel du colloque m'a donné l'occasion de poursuivre une réflexion que j'ai engagée sur la figure du père dans le roman africain. Donc, pour commencer, je vais, dans ma communication, essayer de voir théoriquement à quoi renvoie pour moi, dans les univers qui sont les miens, les œuvres qui sont les miennes, la notion donc de transmission. Et je retournerai vers un cadre traditionnel pour venir maintenant à des considérations plus contemporaines dans le roman, dans des textes qui ont été publiés plus récemment. Comme j'ai promis d'embrasser un certain corpus, je vais y aller de manière concise pour la communication, et plus tard, peut-être dans la publication, j'irai dans les détails. Alors, donc, penser la transmission m'apparaît digne d'intérêt dans la mesure où celle-ci suscite des questions théoriques liées à un ensemble hétérogène de pratiques et de contenus dont la pérennisation passe par ce qu'il est convenable d'appeler des figures d'autorité, au nombre desquelles il faut compter celle du père. Subséquemment, la transmission soulève aussi la question relative à la constitution des traditions et aux modalités qui président à l'établissement des cadres de référence collectifs dont le maintien à travers le temps permet de conserver la cohésion d'un cadre social, culturel, politique dans lequel les adultes de demain pourront jouer leur rôle. Les adultes de demain. Et pour tout le temps que je préparais ma communication, j'ouvre la parenthèse ici, je ne pouvais m'empêcher de réfléchir aussi à la notion de l'adolescence et de voir donc aussi une certaine littérature qui pense la question dans le contexte africain. Donc, en considérant, n'est-ce pas, les paramètres culturels qui permettent de définir et de découper les âges d'une certaine façon, mais ce n'est pas de cela que je vais parler ici. Je dis simplement qu'il y a donc une discussion de considération qui, dans un cadre qui est plus traditionnel, ne dessine pas une frontière entre l'enfance, enfin, ne découpe pas, ne considère pas cette étape intermédiaire, mais considère que soit on est un enfant, soit on est un adulte, et avec, n'est-ce pas, les rites de passage qui marquent justement ce changement. Alors donc, mais ce n'est pas de cela que je vais parler, je préférais aller, donc, rester dans cette discussion que nous avons aujourd'hui. Si ça intéresse, s'il y a des questions, nous pouvons en discuter plus tard. Alors, c'est dans ce sens que je vois dans la transmission entendue comme traduction pour une génération qui suit de contenu, de pratique et à conserver, un processus qui, à son aboutissement, dresse les contours de ce qu'est la tradition. Dans cette mesure, la tradition, pour moi, se dote d'un caractère éminemment politique, parce que je suis dans le collectif, vu sa dimension collective et les enjeux qui s'y rattachent. Ce caractère politique de la transmission m'autorise par conséquent à interroger les figures d'autorité qui assument cette fonction visant à traduire pour faire durer par la responsabilisation de l'adolescence. Je traduis pour faire durer. Bon, je suis germaniste de formation et en allemand on dit traduire. Traduire, et dans traduire il y a tradition aussi. Donc tradition et traduire et transmettre, tout cela se tient ensemble. Ils ont pris le terme et ils l'ont fait voyager de cette manière-là. Et donc dans cette conception donc de traduire, de transmettre et donc de permettre que ça se poursuive. Ces figures d'autorité sont en quelque sorte des acteurs institutionnels au sens large du terme, par le fait qu'elles peuvent être des institutions à proprement parler ou des figures qui se définissent par des rôles qu'elles vont jouer, indépendamment du sexe ou de l'âge. La transmission dans cet entendement passe donc par des modalités que Homi Bhabha a décrites dans Dissemination, donc dans Dissémination, si vous voulez, quand il parle de l'espace du peuple. En effet, il attire l'attention sur la tension entre la dimension pédagogique et la dimension performative des pratiques, qui vise à conforter l'identité du peuple. Donc deux gestes pédagogiques qui participent à une sorte de continuisme et une accumulation des savoirs à transmettre, et le performatif qui est de l'ordre de la répétition, l'itération, grâce à laquelle, n'est-ce pas, on
reproduit le même de manière à maintenir un certain cadre de référence qui, n'est-ce pas, organise le vivre ensemble. Mon recours à Baba dans ce contexte ne devrait pas surprendre. Nous le savons, il développe son propos dans une perspective dédiée à la dynamique reliant les minorités et les communautés postées aux marges des identités nationales. C'est cependant dans la mesure où les mécanismes de maintien de l'ordre majoritaire sont mis en évidence dans son propos qu'il m'intéresse. Les mêmes mécanismes s'observent, j'ai envie de dire, partout où règne un souci de cohésion, suivant un projet identitaire aux ambitions fédératives et naturellement contraignantes. Dans ce sens, la transmission est le fait de figure d'autorité, en l'occurrence désignée par l'État, par la majorité, et ainsi de suite. Donc, alors, de la même manière, la transmission est affaire d'itération dans la double dimension du geste et des contenus d'une part. Elle est d'autre part affaire de modulation suivant la dialectique de l'ouverture et de la fermeture d'une frontière érigée face à ce qui est nouveau, étranger. Nul besoin de tirer la pensée de Baba par les cheveux pour l'appliquer au contexte dans lequel je réfléchis, les formes et les enjeux de la transmission dans le roman africain notamment. Pourquoi? Parce qu'en introduction, il m'apparaît important d'identifier les principales articulations du processus de transmission en lien avec ce que Baba a développé, que j'ai résumé rapidement, en 3 moments forts. Donc la transmission, donc en 3 moments, 3 dimensions. Cette triade, donc, qui est la suivante. Premièrement, je vois donc une première dimension dans la transmission, c'est la dimension temporelle, liée traditionnellement aux figures générationnelles, la notion du temps, et qui se concrétise dans la vie quotidienne de manière itérative et ritualisée. La deuxième dimension, qui est pragmatique, s'observe à travers les rituels et les mécanismes concrets qui mettent en contact les figures générationnelles dans le processus de transmission suivant les rôles préalablement définis. La troisième dimension, qui est d'ordre encyclopédique, renvoie, elle, au savoir faisant l'objet de la transmission. Inutile d'ajouter que c'est des 2 dernières que se nourrissent les traditions, entendues comme ensemble de gestes symboliques et de contenus. Inutile aussi d'ajouter que le facteur le plus apte au changement concerne la dimension encyclopédique, les contenus pouvant varier lentement, peut-être mais immanquablement, ça change, sans perdre de leur force structurante pour la communauté, du fait de la légitimité que leur confèrent les 2 autres dimensions pragmatiques et temporelles. Une fois ce bref tour d'horizon fait, il devient possible d'aller plus loin dans l'exploration des mondes en jeu que j'ai proposé dans mon titre. Pour ce faire, j'aimerais me pencher sur la notion de rupture et reformuler ma question de départ. Quelles sont les formes et les enjeux de la transmission dans un contexte dans lequel l'équilibre minimal nécessaire aux passations sur l'axe du temps est rompu? Donc, j'ai dit, n'est-ce pas, des univers, des mondes d'adultes en rupture. Donc, quand le cadre conventionnel, plus ou moins, dans lequel les passages peuvent se faire ne fonctionne pas, qu'est-ce qui se passe? Mon corpus est celui d'une Afrique marquée par la colonisation et les réalités postcoloniales. Il porte le sceau, par conséquent, d'une rupture majeure qui met à mal les processus de transmission traditionnels aux 3 échelles que j'ai énumérées plus tôt. Mais la colonisation, qui date déjà, n'est pas le seul fait avec lequel j'illustre la rupture. Dans une perspective plus large, je pourrais dire qu'il y a rupture partout où des reconfigurations à l'échelle des collectivités s'avèrent nécessaires, suite à des bouleversements induits par la violence directe ou des événements majeurs du genre génocide, guerre civile, catastrophes naturelles, et ainsi de suite. Donc partout où, au fond, il faut repenser tout le monde d'une certaine façon. Ces bouleversements fondent de nouvelles genèses, exigent de nouveaux commencements et obligent le plus souvent les communautés en cause à repenser des processus comme celui de la transmission. Vous l'aurez compris, là encore, la dimension collective demeure importante. Au lendemain de la guerre, par exemple, je travaille sur l'Allemagne de l'après-guerre, notamment. Donc toutes ces questions-là, ces contextes qui exigent donc que les gens, qu'on repense au fond les mécanismes, la complicité, pourrait-on dire généreusement, entre les générations. Donc c'est ce qui m'intéresse ici. Donc les typologies, je vais prendre 2 exemples ici. Typologie des formes de rupture et de transmission, bien modestement. Donc d'abord, puisque j'ai identifié 3 niveaux, alors je dirais ici 3 dimensions. Chaque fois qu'il y a rupture, il y a des difficultés, des conséquences. Cela porte à conséquence pour les formes, les modalités de la transmission, et qu'on va observer à ces 3 niveaux-là. Donc, premier déficit que j'identifie ici, c'est le déficit encyclopédique, donc qui s'opère donc au niveau des savoirs qui s'accumulent et qui se transmettent d'une certaine façon, mais avec un maintien relatif de l'ordre établi dans ce cas. Et pour l'illustrer, je suis allé chercher un texte que j'ai lu quand j'étais
au secondaire et qui est réapparu. Donc je me suis permis d'aller le chercher parce que c'est un classique de l'Est africaine. Donc l'enfant noir de Camara Lai. Et la première facette de la figure du père dans le roman classique africain peut se voir dans le célèbre roman donc l'enfant noir de Camara Lai. La structuration sécurisante de l'espace dans ce roman où enfance rime avec innocence passe par la proximité réelle et symbolique des parents de l'enfant. Il y a les élèves ont fait des dictées avec ce texte on l'a entendu à plusieurs reprises. J'étais enfant et je jouais près de la case de mon père. Quel âge avais-je en ce temps-là? Je ne me rappelle pas exactement. Je devais être très, très, très jeune encore, 5 ans, 6 ans peut-être. Ma mère était dans l'atelier, près de mon père, et leur voix me parvenait, rassurante, tranquille, mêlée à celle des clients de la forge et au bruit de l'enclume. Brusquement, j'avais interrompu de jouer. Toute mon attention captée par un serpent qui rampait autour de la case. Alors, il y a des générations d'élèves en Afrique qui peuvent réciter le début de ce texte de Camara Lai, qui vraiment parle d'une certaine enfance, dans l'innocence et puis dans le milieu très protégé des parents, la proximité. Comme je l'ai démontré ailleurs, c'est un texte que je revisite. Cette scène du début du roman de Lai porte sur l'univers de toute l'œuvre une atmosphère de paix et d'insouciance liée à une configuration particulière de l'espace et de celle qu'elle communique finalement à l'enfant. J'aimerais ici attirer l'attention sur les acteurs qui apparaissent dans ce décor semblant venir d'un autre monde, dans lequel les enfants côtoient les dangers sans en pâtir. Le serpent ne le mordra pas, rassurez-vous. Quelqu'un viendra juste au dernier moment, avant que le drame ne se produise, et on va tuer le serpent, et l'enfant s'en sortira sain et sauf. Dans cet univers, donc ces acteurs sont le fils, la mère, le père et les apprentis. Dans cet univers rassurant, la distribution symbolique des lieux est clairement en faveur du père. C'est près de la case que l'enfant joue et les voix rassurantes lui arrivent, lui parviennent et il y a une certaine tranquillité là. Ce qui est important dans ce texte de Camara Lai, c'est que tout le monde tient sa place et la transmission se fait de père en fils. Et le contact se joue là. La mère est dans le décor, mais la distribution des rôles est nettement, n'est-ce pas, sur l'axe père-fils. Et dans un univers qui est celui donc d'une certaine Afrique qui se tient encore malgré le système colonial en place. Alors, ainsi derrière cette écriture de l'Afrique traditionnelle, malgré la colonisation, les enfants noirs, la figure du père reste l'élément central de la transmission. Cette figure est la roue qui permet au système traditionnel de tourner et de tout tenir en place, et celle dont le consentement pour un temps est nécessaire au déploiement du système colonial. Les pères vont collaborer et les fils vont hériter, n'est-ce pas, d'un système que les pères n'ont pas remis en question de manière radicale. Alors, donc, la rupture dans le contexte de Camara Lai est cependant liée au remplacement d'un mode de socialisation traditionnel, les rites et tout le reste, les rites d'initiation, et par un autre imposé par le colonisateur, c'est l'école. Et j'aimerais dire, pour aller vite, que ici, dans ce texte, c'est la mère qui est en crise. Hein, son fils doit aller étudier et elle n'est pas contente, alors que le père et le fils sont d'accord. Et une fois qu'ils sont mis d'accord, les choses, tout suit son cours. Mais dans d'autres textes, ça ne se passe pas de cette façon-là. C'est toute la communauté qui est mobilisée, qui est en crise, parce qu'effectivement, on vient de changer un système par un autre. Et cela a une conséquence sur la dimension encyclopédique de la transmission. Pour commencer, ça va avoir des conséquences structurelles, et cela va de soi. Alors, ce faisant, il pérennise par le fait même une forme de transmission héritée de l'Afrique traditionnelle qui ne sera pas à l'avantage d'une participation de la mère et de la femme à ce chapitre en tant que père qui transmet, n'est-ce pas, certaines valeurs au fils. Deuxième élément que j'aimerais prendre ici, deuxième exemple, qui lui va qui nous va nous montrer un déficit, un autre type de déficit, c'est de type pragmatique, comme je le disais, en faisant cette rapide typologie, n'est-ce pas, des modalités qui sont à l'œuvre dans la transmission. Et ça, j'aimerais prendre un texte de Kossi Efui, auteur togolais de théâtre et de romans, donc qui écrit L'ombre des choses à venir, c'est le titre du texte, et il nous donne un autre exemple de transmission, donc dans un univers en déséquilibre. La figure du père ici est marginale, et il est question d'un homme qui n'est pas mort, mais qui ne vit pas non plus, et qui se déplace dans un univers qui est tout à fait bouleversé. Nous sommes ici face à une violence qui est l'ordre d'une dictature où les gens ont été déportés et on les a
déportés, je le dis de cette façon-là, mais au fond, on les a conduits dans un lieu secret appelé la plantation, avec une formule qui renverra à la Shoah, pour ceux qui connaissent la littérature de la Shoah. Juste un exemple ici, un extrait. On dit, en raison des circonstances, préparez-vous à être momentanément éloigné de vos proches. En raison des circonstances, préparez-vous à être momentanément éloigné de vos proches. Momentanément à être de vos proches, éloigné de vos proches, préparez-vous. Et je cite le texte ici. Et on a amené les gens. Les proches en question, ce sont les femmes et les enfants, dont le protagoniste qui, à 21 ans, raconte l'histoire de son père. De ce dernier, il a une photo sur laquelle ils figurent tous les deux. Le père jouant au saxophone. Quand le père fut déporté, l'enfant avait 5 ans. Quand il en revint, ce fut plutôt sous la forme d'une loque humaine qui semblait avoir perdu l'usage de la parole. Les témoins de l'époque, à qui il apparaissait pour la première fois, disaient voir des ressuscités, des vivants, et à qui des morts avaient fait la courte échelle pour les faire remonter à la surface. Tant étaient semblables leurs corps et les corps photographiés dans les grandes fosses, semblablement et sévèrement déformés par la boue, la glèbe, la terre dont ces ressuscités étaient encore recouverts. Fin de citation. Je citais le texte. Nul besoin de préciser que le retour dans la cité de ses pères, qui ont fait l'expérience de l'extrême, ne sera pas aisé et ne s'inscrira pas dans des cadres paisibles et harmonieux comme celui que nous avons vu avec Camara Lai. On est dans un autre univers ici. Alors, dans ce roman, aucune des figures d'autorité nécessaires à une transmission minimalement réussie n'est épargnée par la violence. Les pères qui reviennent, quand ils ne disparaissent pas, sont inscrits dans une double marginalité. D'une part, ils deviennent les héros forcés des festivités liées à la fin d'une époque dont ils ont fait les frais. D'autre part, l'assourdissant bruit des pétarades de la commémoration semble les avoir enfermés dans une mutualité dont j'ai parlé dans un autre contexte, et ils ne parlent plus. Et cette figure du père, soumis à la violence, qui ne parle plus, ne peut plus jouer son rôle structurant. On la voit aussi bien dans ce cas chez Kossi et Fui que dans des textes de la littérature. Je parle notamment de Mehdi Charef, donc le Gonde Chaba et autres. Donc c'est une figure quand même qui est là dans le contexte colonial, post-colonial, et dans le contexte de violence, et qui donc m'amène à reconsidérer la position des fils et de la génération qui suit autrement. Et donc c'est ici un autre exemple. Alors, nous avons ici donc une illustration de cette rupture des schémas énonciatifs communs et institutionnels traditionnels que nous avons vus dans le cas de Camara Lai, mais plus tard. Donc cette rupture va avoir des conséquences sur la dimension pragmatique ici de la transmission, les acteurs principaux étant, n'est-ce pas, privés de parole ou étant devenus aphones, comme je l'ai déjà dit, muets. Ils ne parlent plus, ils n'ont plus, n'est-ce pas, cette légitimité-là. Ils se situent entre deux mondes. Alors, ils ne peuvent pas aider les jeunes à organiser celui dans lequel ils sont pleinement, parce qu'eux viennent avec une mémoire que les jeunes ne connaissent pas, et un monde dont on ne veut pas avoir la connaissance non plus dans le système qui est dirigé par la violence. Alors, donc, pour finir, un savoir et des paroles pour enjamber le malheur. Lecteur, donc, ces jeunes-là, d'un nouveau monde. Donc, le personnage d'Efui est dans cet univers marqué par la violence post-coloniale, en bonne compagnie. Je n'ai pas, et c'est à dessein que je le fais, je n'ai pas pris l'exemple d'Allah n'est pas obligé ici, c'est un texte qui est très connu. Ce livre de Kourouma qui a eu plusieurs prix dans le Goncourt des lycéens, qui, n'est-ce pas, met en scène la figure de l'enfant soldat, Biraïma, qui traverse les territoires marqués par la guerre civile et qui donc doit s'arranger, n'est-ce pas, trouver une façon de traverser les frontières, de survivre dans ce chaos. Alors donc, le personnage d'Efui ici trouve, n'est-ce pas, ses contemporains, notamment chez Kourouma. Ces jeunes héritiers d'univers désarticulé montrent qu'ils peuvent faire usage des signes dont ils ont hérité. Au plan pragmatique, les acteurs clés n'étant plus les pères ni les mères, la transmission perd son caractère vertical défini sur la base de la filiation pour se déployer sur un axe horizontal où des jeunes apprennent à d'autres jeunes comment s'en sortir ou comment s'enfoncer davantage. Ils n'écrivent, ils ne parlent pas ex nihilo, ils sont malgré tout, toute la violence vécue, héritiers de signes qui ont déjà servi, de mémoires devenues inopérantes, de récits identitaires rendus caducs du fait de ruptures majeures. Ils se servent de tout cela
pour lire le présent et le traduire dans des gestes qui naissent de l'improvisation et d'une innocence feinte. Ils ne sont pas aussi innocents que cela. Biraïma, si vous avez déjà lu Allah n'est pas vous obligé, vous savez de quoi je parle. C'est en cela qu'ils deviennent, dans la dimension pragmatique de la transmission, des sujets à part entière, forts et donc occupant d'une place qu'ils sont obligés donc de prendre à cause de l'absence des figures d'autorité traditionnelles. Cette posture de sujet à part entière est également liée au fait que ces jeunes sont désormais détenteurs d'un savoir utile qui affecte la dimension encyclopédique de la transmission. Ce savoir, c'est celui relatif aux violences auxquelles ils ont survécu et à la mémoire dont ils sont les dépositaires. C'est aussi de cette manière qu'ils sortent de la minoration dans laquelle les confinaient les formes traditionnelles de la transmission. Leur parole devient essentielle à la définition d'une nouvelle communauté de sens. Chez Calixte Beyala, un dernier texte pour finir, et c'est vraiment la fin, dans un roman qu'elle a publié qui s'intitule, qui s'appelle Ratanga, cette parole des jeunes ou d'une jeunesse qui se cherche et qui est soumise à toutes sortes de violences, cette parole, c'est celle d'une fillette obligée de se prostituer pour nourrir sa mère et qui parle comme pour laisser les traces d'un rêve que d'autres devront vivre après elle. Je cite, dernière citation donc, chez Beyala, les larmes me montent aux yeux. J'ai envie de pleurer sur rien et je comprends soudain que, jusqu'ici, je suis entré dans des histoires qui se ressemblent, des histoires qui se chevauchent et ne laissent aucune trace d'amertume, mais qu'aujourd'hui je veux les épisodes suivants. Ceux qui libéreront la femme et enterreront à jamais l'enfance morte. Comme les autres, ceux des pays lointains, je veux enjamber le malheur, m'embarquer dans le train du devenir. Alors merci de votre attention. J'en ai fini.